vers un sommet Afrique-Russie en Guinée équatoriale. Moscou et Malabo sont en discussion depuis plusieurs semaines pour organiser la prochaine édition du sommet Afrique-Russie. Coulisses. Teodoro Obiang Nguema Bazogo tient la corde. Selon nos informations, le président de la Guinée équatoriale est sur le point d'obtenir l'accord définitif de la diplomatie russe afin que soit organisé à Malabo, la capitale équato-guinéenne, le prochain sommet Afrique-Russie. Le chef de l'État a lui-même pris ce dossier en main. Le 2 novembre, lors de son entretien avec son homologue russe, Vladimir Poutine, à Moscou, il lui avait directement soumis l'idée d'accueillir cet événement. Lors de cette discussion, le maître du Kremlin a manifesté son intérêt pour la proposition équato-guinéenne. Côté russe, on se montre en effet favorable à l'idée d'organiser le prochain sommet Afrique-Russie sur le continent, après 2 premières éditions en Russie, à Sotchi en 2019 et à Saint-Pétersbourg en 2023. Le Burundi ferme sa frontière avec le Rwanda après un regain de tension. Sur fond d'accusation de soutien à un groupe armé dans les de la RDC, le Burundi a annoncé la fermeture de sa frontière avec son voisin rwandais. Kigali et Gitega avaient pourtant entamé en 2021 un début de rapprochement. Explication. L'accalmie aura duré à peine plus d'un an. Fermée en 2015 au moment de la crise consécutive à l'élection de Pierre Nkurunziza pour un 3e mandat, la frontière entre le Rwanda et le Burundi avait progressivement rouvert en mars puis en octobre 2022. Nouvelle poussée de tension, cela avait à l'époque marqué l'aboutissement d'un lent processus de dégel entamé après l'arrivée au pouvoir, en juin 2020, d'Evariste Ndayishimiye, le successeur de Nkurunziza à la tête du Burundi. Ce timide apaisement avait aussi permis, en février 2023, la première visite de Paul Kagame au Burundi depuis 2013, c'était dans le cadre d'un sommet de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, à Bujumbura. En Guinée, après l'explosion du dépôt de carburant, la crise s'enlise alors que les premières cargaisons de carburant venues d'Abidjan et de Freetown devaient arriver incessamment à Conakry. L'économie fait face à une hausse des prix consécutive à la raréfaction de l'essence. Après l'extinction de l'incendie qui a consumé le principal dépôt d'hydrocarbures du pays. Place au défi d'approvisionnement et de stockage de carburant en Guinée. Preuve que la situation est grave, les élèves et étudiants, qui venaient de rentrer de congés anticipés de Noël décrétés dès le 19 décembre, ont été renvoyés à la maison jusqu'au 14 janvier. La crise du transport dans la capitale et l'arrière-pays et la colère de ne pouvoir rallier les classes auraient suffi à envoyer les jeunes dans la rue. Malgré tout, Conakry a enregistré des manifestations car l'explosion du dépôt de carburant la nuit du 17 au 18 décembre, qui a fait une vingtaine de morts, un demi-millier de blessés et un nombre de disparus encore inconnus, a affecté la bonne marche de tous les secteurs de l'économie guinéenne. Branle-bas de combat à la direction d'énergie du Mali, le placement en garde à vue le 10 janvier du patron d'énergie du Mali, Kouressi Konaré, ainsi que de plusieurs collaborateurs de la société publique intervient sur fond d'accusations de faux, usage de faux et atteinte aux biens publics. Plus rien ne va pour Énergie du Mali, EDM, alors que les Maliens subissent les revers liés aux coupures intempestives d'électricité, le directeur général, Kouressi Konaré, et d'autres cadres de l'entreprise publique sont dans le collimateur de la brigade du pôle national économique et financier. Le 10 janvier, ils ont été placés en garde à vue pour faux et usage de faux et atteinte aux biens publics. Réforme en cours, parmi eux figure entre autres Aminata Niane, secrétaire général chargé du département juridique et du département contrôle des contrats et passation des marchés et de la communication, et Boubacar Diallo, ex-directeur administratif et financier et actuel conseiller spécial du directeur. D'autres cadres, comme Mamadou Sidibé, chef du département contrôle des contrats et passation des marchés, ou Joseph Tera, chef du département juridique, ou encore l'ex-chef en charge de la production, Ousmane Traoré, ancien directeur de la production, sont également épinglés dans cette affaire. Au Cameroun, le patron de la Commission des droits de l'homme accusé de harcèlement sexuel,
Dans un pays où les cas de harcèlement sexuel sont fréquents et les procédures judiciaires très rares, une collaboratrice du président de la Commission des droits de l'homme du Cameroun a porté plainte contre ce dernier. Des accusations dont Jamwang Kobila se défend. Jamwang Kobila, universitaire et président de la Commission des droits de l'homme du Cameroun, CDHC, est actuellement visé par une plainte pour, entre autres, harcèlement sexuel, outrage privé à la pudeur, menaces sous conditions, chantage, blessures légères et diffamation. Ces accusations sont portées par l'une de ses collaboratrices. La victime présumée, représentée par son avocat, maître Jean-Philippe Laella, a saisi par une citation directe le tribunal de première instance, TPI, de Yaoundé centre administratif. Selon la partie adverse, celle-ci ne lui avait pas encore été notifiée au moment où nous mettions cet article en ligne. Une date d'audience devrait être fixée dans les prochains jours. Comment la junte de Tiani a gagné la bataille diplomatique au Niger, près de 6 mois après le coup d'État contre Mohamed Bazoum. Ces tombeurs ont engrangé plusieurs victoires de taille sur la scène internationale. D'abord limitées, dans la région, aux échanges avec ses voisins militaires, l'horizon diplomatique de la junte nigérienne s'est élargi en cette fin d'année 2023. Engagée dans une guerre de position pendant près de 5 mois, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et le régime du général Abdourahmane Tiani ont officiellement repris le dialogue par l'entremise du Togolais Faure Sozim Nanyassimbe, interlocuteur privilégié des putschistes sahéliens. Après que, le 10 décembre, l'organisation ouest-africaine a reconnu que le gouvernement de Mohamed Bazoum avait été effectivement renversé par un coup d'État militaire, l'affrontement a laissé place aux négociations. Présidée par le Nigérian Bola Tinubu, la CEDEAO avait pourtant misé sur l'ultra-fermeté face à ce coup de trop, tel que l'avait qualifié la ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Aïssata Tall Sall. À l'époque, le Sénégal s'était dit prêt à recourir à la force pour rétablir Mohamed Bazoum dans ses fonctions, comme l'était le Bénin, la Côte d'Ivoire et surtout le Nigeria. Il n'en sera rien.